Bonsoir, introduction à la procédure civile. Dans le cadre de cette introduction, nous allons traiter de trois choses. L'objet de la procédure civile, les caractères de la procédure civile et enfin les sources de la procédure civile. Premièrement, l'objet de la procédure civile. Alors en première approche, la procédure civile peut être définie comme l'ensemble des règles qui déterminent, qui organisent la conduite du procès dans le cadre du droit privé. Et les deux termes de notre intitulé comptent, procédure civile. La procédure tout d'abord. Grand A, la procédure. Procédure provient du latin procedere, qui signifie aller en avant, aller de l'avant, avancer. Et la procédure civile est avant tout, effectivement, un processus, une marche, une manière de faire progresser une cause vers le jugement qui est attendu. Par là se dévoilent les caractères de la procédure civile au sens exact du terme. L'objet de la procédure civile est de mettre fin au litige, en principe par une décision de justice. La procédure est ainsi le mode de règlement des conflits par intervention d'un juge, d'un acte juridictionnel, par intervention d'une autorité judiciaire. Ainsi, la procédure civile détermine les règles que les parties doivent respecter. Mais la procédure civile s'impose aussi au juge. Elle détermine les règles que le juge doit lui-même respecter. Cette première idée de la procédure civile révèle que la procédure civile n'est au fond qu'un instrument au service d'autres disciplines, au service de la réalisation du droit. Elle a une fonction purement instrumentale. Elle ne constitue pas une fin en soi. Elle n'est pas un but, elle est un instrument, un moyen au service du droit qu'il s'agit de réaliser. C'est en ce sens que l'on oppose traditionnellement la procédure civile au droit civil. Dans un langage plus moderne, le droit processuel au droit substantiel. Ce qu'il faut en retenir, c'est que la procédure civile n'a pas d'autonomie objective. Elle est, du point de vue de sa finalité, en état de subordination par rapport au droit substantiel qu'il s'agit d'appliquer, de réaliser. Car c'est lui, en dernière analyse, qui doit normalement commander la solution du litige. Pour sa part, la procédure civile doit seulement permettre l'application du droit en veillant au règlement régulier, loyal de la conduite du procès. Et de la sorte, l'autonomie de la procédure civile est seulement d'ordre technique. La procédure est par essence, par définition même, une matière rigoureusement organisée. Ce dont le langage courant d'ailleurs témoigne, respecter les procédures, c'est respecter un ordre de marche, une manière d'agir spécifiée et encadrée. Il reste que même ainsi comprise, la procédure civile peut être appréhendée de manière plus ou moins large. Pigeot, qui a laissé l'un des premiers traités de procédure civile, en 1807 dans sa première édition, distinguait 5 parties à la procédure civile. Première partie, la demande en justice, l'introduction du procès. Deuxième partie, l'instruction du procès, ce qu'on désigne actuellement plus communément sous le nom de mise en état. Troisième partie, le jugement. Quatrième partie, les voies de recours. Cinquième et dernière partie, l'exécution de la décision. Et cette compréhension de la procédure civile, qui est fidèle aux enseignements classiques, a été reçue par le Code de procédure civile nouveau. Elle est passée à la postérité. Et en effet, lors de la recodification de la matière, recodification dont on fête aujourd'hui les 40 ans, le Code de procédure civile nouveau datant de 1975, et bien lors de cette recodification, cette distinction des 5 parties de la procédure civile a nettement inspiré les codificateurs. Cela suggère en tous les cas une première circonscription de la matière. La procédure civile telle que nous l'entendrons intègre les règles de la compétence des juridictions. Car pour pouvoir obtenir un jugement, encore faut-il savoir à quel juge s'adresser. Il faut donc régler un problème d'aiguillage entre les différentes juridictions qui sont potentiellement susceptibles d'être saisies du litige. C'est une question préalable qui participe de l'objet même de la procédure civile.
Mais la procédure civile ne s'étend pas au-delà dans cette direction. Les questions d'institution, les questions d'organisation des juridictions, de composition de celles-ci, ne relèvent pas, à proprement parler, de la procédure civile. Elles sont l'objet d'une autre matière, qui est étudiée dans une discipline propre, le droit des institutions judiciaires ou juridictionnelles. Et c'est d'ailleurs pourquoi la réglementation de ces questions ne figure pas dans le code de procédure civile, mais dans un code spécifique, le code de l'organisation judiciaire. Il reste qu'il existe évidemment une complémentarité fonctionnelle entre la procédure civile et l'organisation des juridictions. Et cela explique que depuis le milieu du XXe siècle, nombre d'auteurs regroupent l'étude de la procédure civile proprement dite et l'étude de l'organisation des juridictions dans une matière renommée le droit judiciaire privé. Une seconde délimitation de la matière constitue une restriction par rapport aux idées anciennes. On a vu que les auteurs anciens rangeaient l'exécution des jugements dans la matière de la procédure civile. Et cette compréhension de la matière s'explique facilement. On a dit que l'objet même de la procédure, c'est la réalisation du droit, la solution d'un conflit par application de la règle de droit substantielle. Mais l'obtention de cette solution, l'obtention du jugement, ne suffit pas à donner satisfaction aux parties. Si l'adversaire condamné refuse d'exécuter le jugement obtenu, le bénéficiaire de décision n'aura pas obtenu concrètement satisfaction. Par conséquent, pour que l'objectif de réalisation, qui est la finalité même de la procédure civile, soit atteint, il faut encore, parfois, recourir à des procédés d'exécution contraints, à défaut d'exécution volontaire, à défaut d'exécution spontanée. Le bénéficiaire du jugement devra recourir à ce que l'on dénomme aujourd'hui les procédures civiles d'exécution. Ces procédures civiles d'exécution, traditionnellement, étaient organisées par le Code de procédure civile. Le choix a été fait plus récemment de les organiser dans un code dédié, le Code des procédures civiles d'exécution. Et c'est dire que cette matière ne sera pas étudiée dans le cadre de cette procédure civile qui forme l'objet de notre cours. Ce que des arguments de logique peuvent d'ailleurs défendre, expliquer. En effet, chacune de ces deux disciplines a sa logique propre. Le droit de la procédure civile est un droit foncièrement de l'égalité. Le symbole de la justice, les fléaux de la balance à l'horizontale, veut expliquer l'exigence essentielle d'une égalité de traitement entre les deux plaideurs. Le principe qui domine notre discipline, c'est celui de l'égalité des armes. Égalité de traitement. En matière d'exécution forcée, la donne est toute différente. D'un côté, un débiteur a été condamné. Il existe contre lui un titre que l'on suppose exécutoire. C'est dire qu'il est en faute de ne pas avoir exécuté volontairement. De l'autre côté, le créancier attend son dû. Et par conséquent, il n'est plus question ici d'égalité. Une présomption favorable bénéficie au créancier poursuivant. L'esprit de la procédure est simplement de limiter la contrainte, de retenir le bras armé de l'exécution forcée, dans un souci d'humanité, dans un souci de civilité. Cela explique donc que les procédures civiles d'exécution soient détachées formellement et substantiellement de la procédure civile. Ce que traduit le Code de procédure civile aujourd'hui. Initialement, un livre 5e était réservé dans le corps de ce Code de procédure civile aux voies d'exécution, aux procédures civiles d'exécution. Avec l'édiction d'un Code des procédures civiles d'exécution, ce livre 5e du Code de procédure civile a été rebaptisé. Il traite désormais de la résolution amiable des différends. Il y a donc autonomie désormais incontestée de cette discipline. Remarquons en passant que c'est ce choix qui explique l'intitulé même du Code de procédure civile. Ce code, avons-nous dit, a été réformé en 1975. À l'époque, subsistait en partie l'ancien Code de procédure civile qui datait de l'ère napoléonienne.
Parce que ce code contenait précisément les dispositions en attente de réforme consacrées à l'exécution forcée. Cette réforme de l'exécution forcée ayant tardé, on avait pendant des années de front existence d'un ancien code de procédure civile baptisé officiellement Code de procédure civile et un nouveau code de procédure civile. Lorsque les voies d'exécution ont été réformées, lorsqu'on est parvenu à l'aboutissement de ce processus de réforme, en 2007, on a pu abroger l'ancien code de procédure civile et le nouveau code de procédure civile est devenu alors le code, tout simplement, de procédure civile. La procédure que nous avons étudiée, avons-nous dit, c'est avant tout la procédure civile. Grand B, la procédure civile. L'épithète civile doit s'entendre par opposition à pénal, par opposition à administratif. Dans le prolongement de la subordination de la procédure civile au droit substantiel. Le droit civil n'est pas le droit pénal. Le droit civil n'est pas le droit administratif. Et par conséquent, la procédure civile ne peut pas être la procédure pénale, ne peut pas être le contentieux administratif. Il existe, avons-nous dit, une subordination technique de la procédure au droit substantiel qui se manifeste dans des codes, dans des organisations législatives séparées. La procédure que nous avons étudiée, c'est donc exclusivement la procédure civile. Encore faut-il préciser. La procédure civile doit s'entendre dans le sens le plus large qui soit. Autrement dit, nous traiterons non pas simplement de la procédure suivie devant les juridictions civiles, tribunal de grande instance, tribunal d'instance, juge de proximité. Nous traiterons de la procédure suivie devant toutes les juridictions de droit privé, au moins au plan des principes. Tribunal de commerce, tribunal paritaire des baux ruraux, conseil des prud'hommes. Les règles à suivre devant ces différentes juridictions sont certes spéciales, particulières, mais elles procèdent de principes communs que nous étudierons. En somme, la procédure à étudier est celle qui doit être suivie devant les juridictions de droit privé, quelles qu'elles soient, à l'exception seulement des juridictions pénales dont le rattachement à la matière privée est d'ailleurs discutable.